Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que je suis en vacances, je suis chez moi. Je vais vous raconter tout ça. Donc l'objectif c'est de vous parler un petit peu de jeux de société, un petit peu mon actualité ludique. Parce que j'ai pas de jeu avec moi, mais en même temps c'est pas une vidéo que je fais comme ça au hasard, elle était un petit peu préméditée, puis c'était dans le cadre d'un triptyque avec, avec une vidéo que je posterai à la fin de l'année. Donc en fait, je vais vous parler de jeux qui sont dans mes attentes, qui sont... Voilà, je vais structurer ça entre les sorties boutiques et puis les sorties Kickstarter. Alors je vais continuer cette deuxième partie de vidéo derrière mon PC parce que ce sera quand même plus pratique, tout en laissant des extraits de la visite du château, de la ville d'où est originaire ma famille. Comme je l'ai dit, ça va être une vidéo sur... Alors, ce que j'attends pas forcément, mais on va dire sur des jeux que je surveille. Voilà, c'est pas forcément... Là, je vais pas faire la liste forcément de tous les jeux que j'ai envie d'acheter. On va dire que c'est des jeux que j'ai dans mon radar, pour lesquels je me suis déjà un petit peu renseigné, que je surveille. Et puis, si vous avez les mêmes goûts que moi, peut-être que vous allez être intéressé par un de ces jeux. Et moi, je vais aller très vite en fait. Je vais essayer de... Alors, très vite. Parce que j'ai très peu de temps actuellement là pour faire cette vidéo. J'ai trouvé un petit créneau. Je vais les passer en revue assez vite. C'est pas une vidéo de news, c'est plutôt une vidéo de preview. Si un des jeux que j'évoque, dont vous n'aviez pas forcément entendu ou trop entendu parler, qui vous intéresse, ce sera justement l'occasion de le surveiller peut-être et puis d'aller vous renseigner, d'aller regarder d'autres vidéos ou bien d'aller regarder un petit peu, d'aller à la pêche aux infos sur le net. Donc j'ai décidé de parler des jeux on va dire dans mon ordre de préférence, c'est-à-dire de ce qui m'intéresse le plus vers ce qui m'intéresse le moins. Voilà, je vais pas faire monter le suspense de façon arbitraire comme ça. Du coup, je vais mélanger en fait un petit peu les sorties boutiques et les sorties Kickstarter. Voilà. Et puis j'indiquerai quand c'est un Kickstarter, ou bien quand c'est un jeu que j'attends en boutique, ou bien quand c'est une campagne Kickstarter à venir, mais 6 mois, j'attends la sortie boutique. Et puis je ferai peut-être en fin de vidéo un aparté, même si j'ai pas beaucoup de temps, pour parler de vidéos que j'avais envie de faire dernièrement et puis que j'ai pas faites. J'en avais déjà, parfois j'avais déjà évoqué un petit peu certaines de ces vidéos. Donc là, je vais peut-être faire une liste un petit peu de sujets que j'avais en tête et puis que j'ai pas eu le temps de faire, faute j'allais dire faute de temps. Non, c'est par manque d'organisation en fait, voilà. Je promets rien, peut-être que j'aurai l'occasion de faire ces vidéos-là dans un avenir proche, dans les jours ou semaines qui viennent, on verra. Je vais aussi mettre des timers dans la description de la vidéo avec les chapitres, mais en plus le détail de tous les jeux que je vais aborder. Comme ça, si jamais il y a un titre qui vous évoque quelque chose, vous pouvez tout de suite sauter à la section correspondante qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Du coup, je vais commencer par Cthulhu Death Medaille. Fear of the Unknown, c'est la nouvelle saison annoncée très récemment pour Cthulhu Death Medaille. Ça, c'est une super nouvelle, donc en top de liste, donc c'est ce que j'attends le plus parmi tout ce que je vais présenter. C'est un super jeu. J'en ai fait une revue. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo sur cette revue. Je pense que c'est un jeu qui est globalement très apprécié. J'ai très rarement vu des critiques négatives sur ce jeu-là. C'est mérité, le jeu il est fluide mécaniquement, ça marche vraiment bien. Et je pense que pour la nouvelle campagne, on aura à peu près ce qui était déjà sorti dans la première campagne, sachant que moi ce jeu-là, je l'ai acheté en boutique. Donc lors de la première release, il y avait, donc c'était la saison 1, c'était la boîte de base, c'est la core box. Et puis il y avait eu une extension qui était la saison 2, et puis deux grands anciens qu'on pouvait trouver dans le commerce. Moi je m'étais également procuré Dagon, qui était une exclusivité Kickstarter. Je pense qu'en termes de contenu, on aura à peu près la même chose. Donc ASN, il y avait la boîte de la saison 3, qui est une core box en fait,
également. Donc on peut très très bien commencer avec cette core box sans avoir ce qui est sorti précédemment pour y jouer. Même si, et ça c'est la première bonne nouvelle, tout est compatible, tout peut se mixer, et donc ça veut dire beaucoup plus de rejouabilité, parce que nouveaux grands anciens, etc. etc. En termes de contenu, ce qui est annoncé, c'est à peu près pareil. Je crois qu'il y aura 6 scénarios donc, dans cette boîte-là, il y aura un grand ancien, le même nombre d'investigateurs, je crois, des nouvelles cartes folie, donc ça c'est du classique. Ça c'est ce qui a été dévoilé, donc je pense qu'on aura après, il faudra voir la campagne, mais je pense que ce qu'on aura en plus, ce sera assez proche. Donc il y avait un proto qui était jouable à SN, et donc ils ont commencé un petit peu à teaser le contenu de cette nouvelle core box saison 3, avec des nouveaux investigateurs qui ont l'air d'être très sympas. Moi j'aimais bien Mike, là, la dégaine, là, le gros balèze, qui, je sais pas s'il joue dans un cirque, là. Et puis le grand ancien, donc ce sera Tsatogwa. Là je me suis pas spoilé, j'ai pas envie de. Je le découvrirai en jouant. Les nouveaux cultistes. Donc il y a les figurines, il y avait des photos en fait avec les nouvelles figurines. Et puis en termes de nouvelles règles, ils ont annoncé deux nouveaux trucs. Il y aura un hard mode, ils appellent ça un mode pour augmenter le challenge, augmenter la difficulté, en rajoutant ce qu'ils appellent, je crois, des side monsters. Donc c'est peut-être des monstres qui vont venir en fait, ben voilà, s'ajouter aux grands anciens pour que ce soit un petit peu plus dur. Et puis ben là, on peut voir justement, je crois que ça c'est justement les side monsters qui augmentent la difficulté avec ici au-dessous une nouvelle caractéristique qui est le portail où ils vont popper a priori. Et puis un nouvel icône ici, je vois aussi, mais on l'a également sur les cultistes, le pool de monstres. Je sais pas si c'est le total de monstres qu'on a ou pas. C'est peut-être ça en fait. Juste une indication si ça se trouve. C'est peut-être juste de l'info. Peut-être le maximum de ce type de monstre qui sera utilisable en fait en même temps dans une partie. C'est peut-être ça. Donc ça, c'est pas mal pour augmenter la difficulté. Du coup, on pourra même rejouer avec ça sur les scénarios des deux boîtes qui existent déjà. Et puis il y a également un mode, alors ce coup-ci pour baisser la difficulté, c'est l'ajout de nouvelles cartes, des reliques, donc, qui sont indépendantes des scénarios, qui fonctionnent un petit peu sur le même mode que la carte, enfin que les attributs d'un joueur, c'est-à-dire plus on devient fou, plus on devient fort. Ici, je crois qu'il y a une face en fait standard, puis quand on devient un peu plus taré, je crois qu'il y a un verso qui est peut-être une version un peu plus balèze de la relique. Je crois que c'est quelque chose du style, mais j'en suis pas sûr. Alors c'est un petit peu dommage que ce soit là juste pour ajouter, enfin pour baisser la difficulté, mais après il y a manière de peut-être de combiner justement les reliques avec les monstres pour avoir quelque chose de sympa, parce que le jeu il est challenge, mais c'est non plus pas le jeu le plus dur. Nous on a quand même tendance à réussir, quand même 80% de nos games, c'est quand même pas mal en fait, hein. Ouais, 64, ouais, 70-80, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y aura des nouvelles cartes folies. Les plateaux, euh, ils ont l'air d'être toujours de la même taille. Bon bah au moins c'est cohérent, j'ai envie de dire. C'était le seul petit défaut, moi, que je trouvais peut-être au jeu. Et puis pour le reste, ça a l'air d'être vraiment du tout bon, hein. Ça a l'air d'être du tout bon, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc moi je l'ai acheté en boutique, à moins qu'il y ait vraiment des exclus Kickstarter qui me fassent backer la campagne. Moi je vais attendre la sortie boutique aussi pour celui-là, puis ce sera très très bien. Voilà, j'espère avoir deux nouvelles boîtes, deux grands anciens. S'il y a ça, c'est vraiment top quoi. Franchement, là, voilà, les nouveaux cultistes. Ce sera, ça fera un jeu qui sera bien complet avec beaucoup de scénarios et de rejouabilité. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Cthulhu Death Medaille. Et je crois, mais c'est pas sûr à confirmer, que les stretch goals exclusifs de la première campagne, c'est-à-dire l'Unspeakable Box, elle sera disponible dans la nouvelle campagne. Donc ça, c'est ce qui pourrait également faire baquer peut-être certaines personnes. Moi, comme j'ai Dagon, a priori, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, c'est pas ce qui va m'attirer, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça va,
Ça va casser un petit peu le marché spéculatif, le marché de l'occasion. Alors, numéro 2 dans ma liste des attentes, c'est Core Space Maladum. Je dois dire que je l'attends pratiquement autant que Cthulhu Death Medaille, celui-là. Je surveille régulièrement les news. Core Space Maladum, c'est un petit peu la version médiévale fantastique de Core Space. Alors, Core Space, c'est un super jeu. Il y a déjà en fait une boîte de base qui est sortie avec plusieurs petites extensions dans un univers SF. Et puis, il y a également Firstborn, donc qui est une standalone, une boîte standalone, avec d'autres petites extensions qui sont sorties et le tout peut être mixté en fait. Donc aussi dans un univers SF. Core Space, c'est vraiment un jeu super, hein. Vous pouvez le jouer en campagne, vous pouvez le jouer sur des scénarios standalone. Il a un côté un peu bac à sap, vous pouvez vraiment le customiser avec des extensions ou avec des éléments de décor, faire vos propres scénarios. Euh, c'est Battle System qui fait ça, donc en termes de matériel, c'est vraiment excellent. Moi, j'avoue que l'esthétique de la première Core Box, donc Core Space, elle me plaisait un petit peu moins. Alors moi, j'aime bien la SF, hein, d'accord. En plus, j'ai pas beaucoup de jeux d'SF, donc j'aurais pu l'acheter celle-là, mais si j'avais pas acheté, c'est parce que je trouvais que c'était un petit peu rétro foutraque esthétique. Par contre, celle de Firstborn, elle est vraiment beaucoup plus cool, je trouve, l'esthétique. Dans Core Space, la première boîte, en fait, on affronte la purge, une sorte de Skynet, en fait, on va dire, des unités robotisées. Et puis dans l'autre, c'est les Firstborn, c'est une sorte d'ancienne race, type Protoss ou des trucs comme ça, on va dire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour Maladum, eh ben, ils ont revu non seulement les règles, ils les ont améliorées. Il y a pas mal de trucs qu'ils ont tunés, en fait. Déjà parce que c'est médiéval fantastique, Maladum, donc du coup, il y a plus de combats au corps à corps, il y a de la magie, donc ils ont revu un petit peu le système de combat. Maintenant, le core system, c'est le même. Mais en plus, ce qui est vraiment bien dans Maladum, enfin, ce qui a l'air d'être vraiment bien, et c'est ça qui m'attire, c'est que il est designé, je pense, pour être jouable de 1 à 3 joueurs. C'est-à-dire que chaque core box a un nombre de joueurs idéal, on va dire. Dans Core Space, c'était 2, parce que chaque joueur contrôle un crew, un équipage, avec un certain nombre de héros, qui vont s'améliorer en fait au fur et à mesure de la campagne. Et puis, c'est un jeu semi-coop, le premier Core Space. Donc vous pouvez vous faire des crasses pour récupérer du matos, etc., etc., pour prendre des avantages, l'avantage sur votre pote, mais il y a un moment où la menace de la purge, elle va être trop grande et il va falloir être coop en fait. Donc il est quand même aussi pas mal coop le jeu, mais après ça dépend un petit peu du caractère des joueurs. Mais il était un petit peu, voilà, un petit peu semi-coop, il y avait c'est un peu un skirmish game comme ils disent justement. Même si ici c'est marqué 1 à 6 joueurs, en fait, idéalement, je pense que la première boîte, elle était faite pour 2 joueurs. Et puis Firstborn, là par contre, il y a un crew, et idéalement, c'est fait pour être joué à un joueur dans Firstborn. Donc franchement, si vous cherchez un jeu solo, Firstborn, vous pouvez y aller, il est top, quoi. Il est top, bien au-dessus de pas mal de jeux. Regardez en termes de matériel, en termes d'immersion, tout ça, vous pouvez interagir en fait avec tous ces éléments. Et puis les figurines et les décors 3D, je trouve que c'est autrement plus chouette que sur un jeu par exemple comme Descent. Même si les deux jeux n'ont rien à voir, hein. Descent il est plus orienté exploration, il y a une appli, narratif, etc. Mais là, franchement, en termes d'immersion, c'est vraiment top. Alors certes, on pouvait jouer à plus de joueurs. Par exemple, on pourrait dire sur Firstborn que à un joueur, enfin plusieurs joueurs, des gens contrôlent différents membres d'équipage, mais certains membres d'équipage sont un petit peu plus importants, on va dire, plus forts que d'autres, hein. Donc ça peut être un petit peu frustrant pour les joueurs. Et avoir un autre crew, ça implique d'avoir des règles de dépôt. Enfin, il faut customiser un petit peu ces règles. Et on va dire que la scalabilité, elle n'est pas très très bonne de ce point de vue-là sur les deux premiers Core Space. En fait, il faut vraiment
idéalement, il est fait pour être joué à un joueur, même si on peut jouer à plus. Et puis celui-là, il est idéalement à deux joueurs, même si jamais on peut jouer à plus en adaptant un petit peu. Et ça, la scalabilité justement, enfin, le tuning de la difficulté, bah, ça semble être un point d'attention sur la nouvelle version médiévale fantastique. Et moi, j'espère vraiment qu'on pourra jouer de 1 à 3 avec justement une difficulté qui est mieux réglable dans cette version sur Medieval Fantastic, donc sur Core Space Maladum. Là, il y a eu quelques news ASN en fait. Voilà, regardez un petit peu. J'ai l'impression que dans la version Medieval Fantastic, ils exploitent beaucoup plus aussi les différences de niveau. Regardez-moi un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment excellent, hein. Donc il y a eu quelques news concernant la campagne qui va sortir. Donc moi je ferai pas la campagne, moi je vais l'acheter en boutique. En boutique, c'était Légion Distribution qui s'occupait de localiser Core Space et ses extensions, ainsi que Firstborn et ses extensions. Ce sera pareil pour Maladum, donc il n'y aura pas de version française pendant la campagne. Donc moi j'attendrai la sortie boutique, sachant que d'après ce qu'ils disent, la campagne Kickstarter elle avait déjà été retardée une première fois parce qu'elle devait avoir lieu courant été. Regardez-moi un petit peu tous les détails qu'on a là. Et puis après, début automne, ça a été encore un petit peu retardé parce que je pense qu'ils sont en train de finaliser un petit peu le jeu. Mais par contre, le début de la production, d'après ce qu'ils disent, ne devrait pas être retardé. Donc c'est juste que le délai entre la fin de la campagne et puis la production devrait être plus court, ce qui est excellent. Donc peut-être normalement une campagne d'ici la fin de l'année, et puis peut-être une livraison en anglais année prochaine, courant d'année prochaine, peut-être été ou automne, on va dire automne. Ouais, automne ou hiver 2023, et une version boutique en français qui suivrait. Donc ça, c'est vraiment du tout bon. Et Core Space Maladum, bah voilà, c'est vraiment un jeu que j'attends impatiemment. Alors, si jamais je devais souligner l'intérêt, donc là, toujours dans l'ordre, l'intérêt d'un jeu qui est assez fort, mais que je suis pas prêt de voir, je pense, eh ben, il faudrait que je mette en troisième position Metamorphosis. Donc Metamorphosis, c'est ni plus ni moins que le jeu coop made in Monolith. Donc prochain jeu de Frédéric Henry, qui avait été teasé déjà il y a pas mal de temps, dans un univers post-apo, biomécanique, j'ai envie de dire, assez crade. Donc un univers original, des règles originales. Il y avait un article avec pas mal de texte pour donner un petit peu l'ambiance. Je peux pas en dire grand-chose sur celui-là. Je vais passer très très vite. En fait, la vérité, c'est que Monolith va sûrement sortir avant. Donc il pourra être soit en coop, soit en affrontement. Voilà, ce sera du post-apo. Ce sera graphiquement, ce sera sûrement super. Avec un univers très travaillé, peut-être pas mal de trucs qui vont se greffer sur cet univers. Et Monolith vont sortir avant ça à tous les coups. Mythic Battle Egypte déjà, qui sortira peut-être après même une autre campagne avec des extensions de Claustro, parce que je crois qu'ils en ont parlé, et puis peut-être même après une campagne qui est prévue pour la fin de l'année sur Orquest. Donc ça, c'est vraiment pas de la musique d'avenir en fait. Je crois qu'il y avait une news enfin, que j'avais lu il y a pas très très longtemps où apparemment Frédéric Henry, il était encore en train de revoir sa copie parce qu'il n'était pas satisfait de son système de règles, je crois, ou un truc du style. Donc là, j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que Monolith plus coop, plus beaucoup d'attention pour avoir quelque chose de bien conçu avec Frédéric Henry qui est en train de bosser à fond sur les règles, eh ben, c'est sûr que ça me donne envie, quoi. Mais voilà, donc c'est juste que voilà, en termes d'intérêt, même si jamais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir, enfin, c'est là vous allez inutile d'aller à la pêche pour les informations, c'est beaucoup trop tôt. En termes d'intérêt, ben pour moi voilà, il était à cette position-là et il est juste à cette position-là parce que
On va dire que j'ai la foi et il n'est pas plus haut parce que j'en sais pas grand-chose. Voilà, c'est juste pour ça. Euh, Mais du coup, bah, je vais enchaîner avec un autre jeu de chez Monolith, mais pas complètement, qui est HorQuest. Comme ça, bah, ça me permet de faire la transition, puis je vais le mettre en position 4. Du coup, HorQuest Warpass. Euh, Pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Bon, déjà, il faut savoir que c'est un jeu, à la base, il y a eu une campagne. Donc ça, c'est pas sortie boutique. Ça, c'est campagne participative. Donc bientôt un Kickstarter chez Monolith. Je pense d'ici la fin de l'année, peut-être courant novembre. C'est un jeu qui a fait l'office déjà d'une campagne parce qu'à la base, c'est un jeu créé par Maze Games. Maze Games avait déjà fait un jeu de cartes dans le même univers. Puis après, ils ont sorti cette campagne pour un dungeon crawler, qui esthétiquement peut faire penser à du HeroQuest, mais dans lequel il y a une sorte d'inversion de rôle où on joue des orques et puis on va taper de l'humain. Maintenant, l'affiliation avec HeroQuest, elle existe peut-être à un certain niveau, peut-être les tuiles quand on regarde comme ça, effectivement, mais c'est un jeu qui est full coop HorQuest, donc c'est quand même un jeu qui est très très différent, hein. Il y a pas mal de personnes. Il a peut-être un certain classicisme, le jeu, certes, mais attention, l'affiliation, elle est quand même assez. Pour moi, elle était quand même assez éloignée parce qu'il était full coop, contrairement à HeroQuest qui se jouait, enfin qui se joue avec un overlord, enfin avec un maître de jeu. Ici, il y a des règles de patrouille, etc., etc. Et le jeu m'avait l'air d'être intéressant à l'époque. Moi, j'avais pas baqué. Et je crois que la campagne, elle avait eu lieu en 2018, prévue pour une livraison 2019. Donc, ben, c'est simple, mais ce game s'est craché, complètement craché. Et en fait, le jeu, il était destiné à ne jamais sortir, et puis l'argent perdu. Et puis il y a une reprise en fait qui s'est faite qui a été annoncée par Monolith il n'y a pas très longtemps, avec une news ici, pour dire qu'ils allaient reprendre le jeu, que en gros, ils allaient repackager un petit peu le tout, peut-être revoir un ou deux points de règle, mais pas changer fondamentalement le jeu. Et puis qu'il y aurait une nouvelle campagne avec une grosse boîte qui contiendrait en gros toute la core box et toutes les extensions, et il y aurait une seule offre. D'ailleurs, je dis une grosse boîte, mais c'est peut-être deux boîtes en fait. Une boîte avec toutes les figurines, puis une autre boîte avec le reste. Mais en gros, il y aurait une seule offre. Voilà, donc ça c'était ce qui était annoncé dans la dernière news. C'est la reprise de Monolith. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle, franchement, que Monolith reprenne ce jeu-là. J'avais pas backé le jeu à l'époque parce qu'il me paraissait un petit peu classique, et puis j'avais des vues sur d'autres jeux. Mais en même temps, il y avait des choses qui m'intéressaient. Il y avait un ou deux trucs qui me rebutaient un petit peu, mais vraiment c'était très très léger, comme le fait de... Je sais pas si on y voit ici, là. Pour faire apparaître les monstres, en fait, on jette des dés sur une sorte de... Je sais pas si c'est dans la boîte elle-même. Il reprend un petit peu la géométrie des salles, et puis il y a des quadrillages, voilà, comme ici. Et puis là où se trouvent les dés, ben, c'est là, en fait, où on va faire popper les monstres, en fait. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais trouvé ça pratique. J'aurais préféré avoir des cartes, moi, en fait, qu'on tire et puis qui disent. Et puis, mais on peut mitiger peut-être le hasard comme ça en rebrassant à certains moments le deck, qui disent en fait une carte avec un plan qui dit OK là et là, quoi, sur la carte. Voilà, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. On tire la carte plutôt que de jeter des dés dans ces. Enfin, j'aimais pas. Enfin, ce genre de choses, j'aimais pas trop. Je me souviens que de ça, mais il y avait un ou deux éléments qui me semblaient moins bien. Et puis, ben, entre-temps, des dungeon crawlers, il y en a pas mal qui sont sortis. Et puis finalement, je me suis pas intéressé à eux, je les ai pas achetés. Et puis je m'étais dit, mais en fait, un dungeon crawler bien classique, mais bien foutu, avec peut-être assez d'éléments pour pouvoir être customisé, ça pourrait être pas mal. Et il y a pas mal de contenu, en fait, je trouve. Et je pense qu'au niveau du prix, il faudra voir la campagne. Ça pourrait être une super offre, en fait. Ah. Après, je vais pas rentrer dans les détails en termes de reprise, ce que ça implique pour les anciens backers. Allez voir la news. Ça a pas mal brassé à ce niveau-là, mais je pense que pour les nouveaux backers, ce sera pas plus cher que 199, je pense. Ce sera peut-être même au-dessous, si ça se trouve.
et on aura, le contenu qu'on a, il est vraiment énorme, quoi. Donc je pense que ça peut vraiment être. Après, ok, on a pas mal de fois les figurines en même exemplaire. C'est très très bien pour moi, parce que ben, ça va être l'occasion de faire du Sundrop à la chaîne, tout simplement. J'ai déjà trop de trucs à peindre, des trucs très très bien sur lesquels je me concentre. Donc ouais, je vais prêter attention à la campagne qui va arriver en novembre, puis avoir un dungeon crawler générique. On joue des orques avec Monolith qui assure derrière la prod. Moi, bah, j'ai confiance en fait, et puis je trouve ça chouette d'avoir repris le projet. Donc moi, je vais surveiller ça de très très près en fait. C'est très possible que j'en fasse partie. Voilà. Je pense que ce jeu-là, il aura tout. Pardon. Je suis en train de vous donner le vertige. Je m'excuse. Je pense que ce jeu-là, il aura tout à fait sa place dans ma ludothèque. Donc campagne Kickstarter en novembre, à surveiller, Orquest, Dungeon Crawler. Voilà. Alors, je vais parler maintenant de Dark Souls, plus précisément de deux core box, de deux core sets en fait, qui vont sortir en boutique. Donc là, c'est la sortie boutique qui m'intéresse. Alors Dark Souls, c'est à la base un jeu qui a fait l'office d'une campagne participative sur Kickstarter, qui a été un gros, gros, gros succès. Je crois que la livraison s'est pas passée de façon très fluide, et puis le jeu a été, il me semble, moyennement accepté. Il y a des gens qui aiment bien, puis il y en a d'autres qui trouvent qu'il y a certains défauts. Moi, je m'étais pas mal intéressé au jeu. Pardon, j'avais jamais acheté le jeu parce que parmi les défauts qui étaient relevés, il y avait notamment une certaine longueur en fait au niveau des parties. C'est assez long. Et puis c'est inspiré du jeu vidéo Dark Souls. Et il y avait un côté qui était. Il y avait un cycle en fait. Il y avait un cycle de, de jeu pour refaire en fait une passe pour aller rebuter un boss qui était un petit peu long, on va dire. Un petit peu rébarbatif. Et le jeu semblait quand même intéressant en fait. L'IA avec les boss, elle semblait intéressante. En fait, le jeu globalement, il semble intéressant. Voilà, avec quelques défauts qui m'avaient un petit peu freiné lors de mon achat. Et puis, Steamforge Games, c'est une boîte qui est spécialisée dans l'adaptation des jeux vidéo. Et moi, j'ai l'impression, d'après les feedbacks que j'ai lus, alors si jamais je regarde un peu ce qu'ils ont fait, c'est pas toujours des jeux qui sont super bien finis, quoi. C'est des jeux avec souvent un cœur de règle qui est bien, mais après, l'ensemble des règles, comme elles s'amalgament un petit peu entre elles, hein, c'est pas toujours très très bien fini. Il y a souvent quelques petits défauts, des trucs à tuner soi-même. C'est le cas sur Resident Evil. Déjà, il s'était amélioré, je crois, sur la version 3, qui était une adaptation de jeu vidéo. Horizon Zero Dawn, pareil, grosse enfin, adaptation du jeu qui est d'abord sorti sur PS4 puis après sur PC. Le RPG post-apo en monde ouvert, puis Devil May Cry aussi. Et puis ben là, dans le même style, il y a Monster Hunter World, qui est également un jeu comme Dark Souls, où l'objectif est de buter des boss, en fait. C'est un jeu où le combat, c'est essentiellement au cœur du jeu. On va taper des ennemis jusqu'à un boss, puis après on tape le boss. Et Monster Hunter World, c'est un petit peu le même principe. D'ailleurs, on peut voir que les tuiles, en fait, elles sont très très similaires. Il y a quand même des variétés en termes de gameplay, hein. C'est pas le même jeu dans un autre univers, hein. C'est pas pareil, hein. Mais voilà, j'ai pas de jeu comme ça, je m'étais intéressé à celui-là. J'en ai sorti un autre, là il y avait Primal dans le même genre, qui était sorti sur Kickstarter. Je crois que c'était Primal, alors j'espère que j'ai bien. Parce que là je suis allé rechercher juste avant de faire la vidéo, d'après ce que j'avais en souvenir. Et puis bon voilà, bah, j'ai acheté aucun de ces jeux-là. Ils ont quand même des jeux qui sont pas trop, trop mal finis en fait, hein. Ils ont quand même. God Tier, il a plutôt des bonnes revues celui-là. Bartsung, c'est aussi un jeu original de chez eux, je crois, qui est pas forcément super original, j'ai l'impression, d'après les revues, mais qui tourne
tourne bien, j'ai envie de dire. C'est comme Dungeon Crawler, assez générique, c'est plutôt avec du bon matériel. Eusias, c'est pas eux, hein, d'accord. Eusias, c'est une reprise en fait. Ils ont récupéré la licence. Mais voilà, en tout cas, ce qui m'intéresse sur Dark Souls, c'est que ben déjà, c'est des core box standalone, ça c'est pas mal. Et puis, ils ont amélioré en fait le jeu de base, et ils ont amélioré le jeu avec la communauté en fait. Donc chaque core box contient pas mal d'éléments. Si on regarde, il y a des nouvelles tuiles, nouveaux ennemis, nouveaux boss, des nouveaux héros. Le fait d'acheter les deux, ça permettra de mixer le tout. Et puis c'est compatible en fait avec le matériel qui est déjà sorti, c'est-à-dire avec la boîte de base qui est déjà sortie, et puis les petites extensions, quoi, les différents boss, etc. Moi, si jamais vraiment si j'achetais ça et que ça me plaisait vraiment beaucoup, a priori, j'achèterais peut-être pas la boîte de base, mais plutôt des petites extensions en fait, ou des boss ou des trucs comme ça, quoi. Euh, Ce qui est pas mal en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont un blog, et puis ils ont travaillé avec la communauté en fait pour améliorer le jeu. Et ici, ben, ils expliquent un petit peu comment est-ce qu'ils ont travaillé avec la communauté pour améliorer le jeu, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, etc., etc. Donc il y a, voilà, en termes de rencontres, ça fonctionne un petit peu différent. Il y a plus la tuile en fait. Il y a plus cette tuile qu'on voit ici avec le feu, le camp, où on revient au camp en fait. C'était peut-être un peu trop calqué de façon un petit peu trop fidèle par rapport aux jeux vidéo. Et ça, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Là maintenant, on a une feuille en fait de campagne qui nous dicte un petit peu comment est-ce qu'on va progresser. Et donc j'ai regardé un petit peu les changements qu'ils ont fait. Voilà, c'est décrit ici, ce dont je parle. Je crois que c'est décrit ici en fait. Voilà, peut-être non, c'est décrit ici. Bon, j'ai lu ça il y a déjà voilà, j'ai lu ça il y a déjà un petit moment. Euh, voilà, donc ici avec les boss on va placer sur les différentes cases. Ils ont amélioré également un petit peu certaines choses en termes de visibilité pour savoir les cases qui sont adjacentes les unes par rapport aux autres. Ça, bon, ben, visuellement, en termes de compatibilité, bon, en termes d'harmonie plutôt, ce sera, si on a l'ancien matériel, ce sera pas forcément. Quoique non, en fait, c'est mineur. On va dire. Ouais, c'est mineur. Donc voilà, c'est compatible. Le fait qu'ils aient amélioré le jeu, moi, c'est ça qui me donne confiance, en fait. C'est le fait qu'ils ont travaillé avec la communauté. Un jeu de ce style-là, ils ont réduit, je crois, le temps de jeu, ils ont fluidifié le jeu. Il est peut-être plus intéressant. Et souvent, revoir une version comme ça, avec l'aide de la communauté, pour moi, c'est un gage de confiance, en tout cas. Je pense que la qualité, elle peut être au rendez-vous. Donc voilà, il y a deux boîtes qui vont sortir. Donc c'est Légion Distribution qui va s'occuper de ça, je crois que c'est aussi comme pour la première version. Donc sortie boutique, bah, moi je vais surveiller, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, bah, je vais profiter de faire une transition avec Elden Ring, qui est la prochaine campagne de Steamforged Games. Donc encore un jeu adapté d'un d'un jeu vidéo. Et Elden Ring, c'est aussi un jeu From Software sur PC et console, comme Dark Souls. C'est un jeu dans la même veine en fait que Dark Souls sur PC, que Sekiro. Sauf que Elden Ring, il a un côté un petit peu. La progression est moins dirigiste. C'est un jeu en monde ouvert en fait. Moi, j'ai testé, je suis vraiment pas doué pour ces jeux-là. J'avais testé Dark Souls, j'avais laissé tout de suite tomber sur PC. J'ai testé Elden Ring qui me faisait vraiment envie parce que c'est un succès critique et un succès public. J'ai abandonné, je suis vraiment pas doué. Mais voilà, entre les deux core box que j'ai soulignés avant et puis celui-là, moi j'imagine qu'il pourrait y avoir des similitudes, parce que de toute façon, le matériau de base, il a des similitudes, mais avec quelque chose de plus ambition peut-être pour Elden Ring, en termes d'exploration peut-être, en termes de campagne, peut-être que justement là ils vont reprendre des éléments du monde ouvert.
Ce qui est sûr, c'est que la direction artistique, on la connaît déjà, elle est top, il y aura de la grosse fille. Et puis cette campagne, il y a déjà 19 000 abonnés. Donc autant dire que ça s'annonce comme un futur gros succès. Euh, la question, elle se posera entre Dark Souls, les nouvelles boîtes et puis Elden Ring, ce sera surtout est-ce que c'est Elden Ring parce qu'il est plus ambitieux, mais bon, Steamforged Games, parfois, quand ils sont très ambitieux, ben, ils n'ont pas forcément des trucs bien finis, mais on peut espérer quelque chose de cool. Donc c'est un pari, ou bien plutôt s'orienter vers quelque chose de plus réduit, comme les nouvelles core box de Dark Souls, mais au moins qui sont bien finis, quoi. Moi, j'aurais tendance à plutôt aller, c'est pour ça que j'ai placé Dark Souls avant dans ma liste, plutôt me diriger vers les deux nouvelles core box et puis peut-être des petites extensions des nouvelles versions de Dark Souls. Voilà. Bon, en tout cas, ça me permettait de faire la transition avec Elden Ring. Campagne à sortir d'ici la fin de l'année, je pense. Alors, dans l'ordre des prochaines sorties en fait que j'attends, donc celles peut-être qui m'intéressent un peu moins, là il en reste quelques-unes à parcourir. Il y a en boutique la sortie de Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, ça a été avant tout un jeu donc édité par Triton Noir et une campagne Kickstarter. Mais la campagne Kickstarter, deux fois la même page là. C'est du Mastar en fait, hein. Si vous allez regarder des unboxings, en fait, c'est des grosses boîtes avec énormément de matériel. Vous pouvez voir là. Regardez, grosse boîte avec plein de figurines. C'est un jeu qui est basé sur le même système que V-Sabotage. Avant, ça s'appelait V-Commando, hein. Peut-être que vous connaissez V-Sabotage sous le nom de V-Commando. Donc, avec un côté infiltration qui est très sympa. Justement, ce genre de jeu d'infiltration, ben, moi, j'en possède pas. Donc, ça m'intéressait déjà d'acheter V-Sabotage. Et puis, ce que j'aimais bien avec V-Sabotage, c'est que il y avait de base pas de figurines. C'est pas des standees, c'est des tokens en fait même. Enfin, il y a des standees aussi, mais c'est des tokens. Et après, enfin là, ils viennent de sortir un pack figurines pour V-Sabotage, mais moi justement, je trouve que la boîte de base plus les trois petites extensions, enfin les trois extensions, ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent être rangées dans la boîte de base de V-Sabotage. Si on s'organise bien, ça prend peu de place. Je préfère l'univers d'Assassin's Creed, en fait, j'avoue. Par contre, Assassin's Creed, il se joue en campagne. Il y a pas mal d'enveloppes comme ça. Il y a un côté un petit peu legacy, mais non destructif, en fait, dans le jeu Assassin's Creed. Et ce qui est bien, c'est que donc ça, c'était Assassin's Creed, c'était une campagne. Donc, comme je disais, avec pas mal d'extensions, beaucoup de matériel, ça prend beaucoup de place, c'est très cher. On peut voir les prix si vous commandez maintenant en boutique. Et il y a la version Standees qui va sortir en boutique, du coup. Donc une boîte plus petite. Là, on a, à la place d'avoir toutes les figurines, on a des Standees. Moi, je trouve ça super joli. Vraiment, c'est très très cool. Ça fonctionne, ok, au lieu d'avoir les figues. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Je suis sûr que ça fonctionne très bien. Donc une boîte pour un jeu qui a de bons retours sur un système qui est celui de V-Sabotage, qui a de bons retours. À prix réduit, contenu réduit, place réduite, tout. Enfin, donc voilà, moi je trouve ça très intéressant. Donc sortie boutique pour bientôt, je crois, 2022. Je suis pas allé surveiller où c'en était, en fait, justement, la date de sortie boutique. Est-ce que ça a été retardé ou pas? Mais voilà, j'étais assez curieux. Et puis au moment où ça sortira, peut-être que je remettrai encore la balance entre ça et puis V-Sabotage. Mais moi, je trouve ça bien justement de sortir une version boutique qui est allégée. C'est parfait. Donc ça, je vais surveiller Assassin's Creed. Alors, on retourne sur Kickstarter et moi, j'ai pas eu le temps de terminer cette vidéo du coup pendant mes vacances. Généralement, je prends mes vacances fin septembre, début octobre. Donc ça, au moment où j'avais fait la liste un petit peu des jeux qui m'intéressaient, j'étais allé sur la page preview. Et puis ben là, à mon retour, je termine cette vidéo juste avec les deux dernières entrées. Et la campagne de Deep Madness, dont j'avais vu la page preview, ben, vient de commencer en fait.
Et donc, c'est la troisième impression du jeu Deep Madness que je voulais surveiller. Alors, Deep Madness, jeu Lovecraftien, mix, Abyss. Je pense que vous connaissez déjà, vu qu'on en est à la troisième impression. Il y a en gros cette nouvelle boîte-là dans cette troisième édition, avec des nouveaux scénarios, puis des nouvelles figues, des grosses figues en fait. Alors de toute façon, le jeu là, si vous faites un all-in, alors les figues sont super cool, hein, je trouve, hein, là les nouvelles, elles sont vraiment, c'est de la grosse figue, c'est assez joli, c'est dégueulasse, c'est horrifique, c'est un jeu horrifique. C'est pas un jeu qui est c'est aussi un jeu qui fait la part belle à l'infiltration, hein. C'est un jeu qui est très 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 challenge, hein. On se balade pas dans une base sous-marine dans Deep Madness comme on se balade dans certains dungeon crawlers ou bien dans un zombicide ou autre chose du style, hein. C'est un jeu qui est beaucoup plus challenge, hein. Et puis ben voilà, ils ont refait le packaging, ils ont remodifié en fait visuellement, il y a des choses qui sont un peu. Ils ont refait un peu l'étalonnage de certaines cartes, de certaines tuiles, je crois. Et puis avec ces nouvelles boîtes. Donc là, depuis que je suis revenu, j'ai pas eu le temps de regarder la campagne en détail. Mais en tout cas, le all-in, 359. Il y a plein de boîtes, ça dégueule de contenu, de plastique, de tuiles, de trucs, de machin. Le jeu a plutôt des bons retours. Alors attendez. Encore, non. All-in, c'est celui-là, quoi. Comme je vous dis, je suis pas, depuis mon retour, je suis pas retourné, en fait, voir dans le détail la page. C'est vrai que régulièrement, Deep Madness m'intéressait. Et puis, d'ailleurs, Dawn of Madness, c'est un jeu qui est très très différent. C'est un jeu qui est beaucoup plus narratif, horrifique aussi. Moins Lovecraftien. J'aurais bien aimé, en fait, un jeu qui est, d'un point de vue gameplay, qui était plus proche de ça. Donc, c'est pour ça que j'avais pas pris Dawn of Madness. Finalement, c'est très bien qu'ils aient fait quelque chose de différent. Et puis là, il y a des nouvelles de livraison, donc on peut avoir confiance, hein, je pense. Mais voilà, donc j'ai souvent hésité à prendre Deep Madness, mais c'est vrai que là, ce qui me freine, c'est juste. Alors, je serais pas obligé de prendre le tout, hein, si jamais je voulais acheter ça, mais c'est gros. Et puis, il y a une nouvelle boîte pour tout ranger. Donc ça, c'est tout le contenu, mais sans les figurines. Donc ça, c'est gros. C'est vraiment très gros. Et après, il y a une nouvelle boîte pour ranger toutes les figurines. Alors ça, c'est très très gros. Et puis ils disent, attention, là, les frais de port, ça va faire mal. Ils préviennent si jamais on prend ces options-là. C'est un peu dommage en fait que ce soit de la mousse en fait, je trouve, pour ranger les figurines. Souvent ça fait prendre plus de place. Mais j'imagine que le fait d'avoir les deux, comparé au fait d'avoir tout ça, c'est quand même un gain certain, quoi. Après, je pense que déjà ça, c'est pas mal parce que ça, c'est sans l'orbe. Non, c'est sans cette extension-là, l'oracle, c'est ça, je crois. Ah non, si. C'est sans quoi? Oh, je sais plus, c'est pas grave. Sans celle-là. Bon, peu importe. En tout cas, voilà. Le jeu, il a déjà bien fait parler de lui. Il est éprouvé. Il n'y a pas de surprise. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder des revues des parties. Et puis, ben moi, franchement, il m'intéressait beaucoup le jeu, surtout parce qu'il était très challenge en fait, puis il était plus dans l'infiltration, justement. Mais il y a beaucoup de figues, et puis bon, voilà, quoi, c'est à nouveau, ça prend de la place, c'est à peindre. C'est pour ça qu'il est aussi bas dans ma liste, quoi. Si j'avais pas tous les jeux que je possède, je pense qu'il serait bien plus haut, et puis je pense que j'aurais foncé direct, en fait, pour le prendre. Donc là, je risque peut-être de mettre 1 $, mais je pense que ce serait vraiment pas raisonnable d'acheter ça. Avec les deux boîtes, j'ai juste pas la place pour. Et encore, il faut que je joue à mes jeux aussi, donc j'ai pas la place, mais même le temps, quoi. Donc ce serait vraiment pas raisonnable. C'est pas mal parce qu'il y a un upgrade pack, voilà, pour ceux qui possèdent à 60 balles avec justement les nouvelles cartes, les nouvelles tuiles réétalonnées, je pense. Donc voilà, si vous voulez un gros truc qui est prouvé qui fonctionne, bah Deep Madness, ça peut être un bon candidat.
Alors, dernier jeu de la liste, c'est Call of Cthulhu Terror Pass. Donc, c'est ni plus ni moins que le Horror Arkham jeu de plateau de Sandy Peterson. C'est un jeu que j'attendais parce que j'avais entendu il y a très longtemps des rumeurs comme quoi Sandy Peterson bossait sur enfin, voulait revenir un petit peu, entre guillemets, aux sources et bossait sur une version jeu de plateau basé sur l'univers du mythe. Donc jeu coop. Et puis ben voilà quoi, moi complètement confiance là-dedans, il y a tout qui me plaît. C'était pas le candidat idéal en fait, on va dire. Alors pourquoi est-ce qu'il est en fin de liste? Parce que alors le livre de règles est disponible. Donc ça va être une sortie boutique, je précise. Alors attention, c'est une sortie boutique. C'est un jeu qui n'est pas édité par Peterson Games. Donc c'est Sandy Peterson qui est, je crois, avec un de ses fils, hein, qui a designé le jeu. Mais c'est Call of Toulouse, c'est la licence Chaosium et il sera édité par Chaosium et donc il sort directement en boutique. Ça c'est très bien. Donc pas de figue, des standees. Ça c'est super. Donc on peut espérer quelque chose d'abordable et qui prenne pas trop de place. Et en fait, c'est un jeu qui contient 7 campagnes. Enfin non, 7 scénarios, on va dire. Est-ce que ça a changé ou pas? Mais je crois que c'était ce que j'avais lu à l'époque. Scénario 6. Scénario 7, ouais, mes souvenirs sont bons. Donc chaque scénario se joue avec un petit peu son matériel. Et c'est un jeu que j'ai mis en fin de liste parce que ce qui peut être une de ses forces pour moi maintenant est un désavantage, c'est que les scénarios sont alors, ils sont très exigeants. Ça, c'est cool. Je pense que mécaniquement, ça a l'air d'être très intéressant. Ça, c'est cool. Chaque scénario est bien thématisé. Ça, c'est cool. Par contre, une fois qu'on a terminé un scénario, qu'on a compris en fait comment est-ce qu'il faut vaincre ce scénario, la rejouabilité, elle est nulle en fait. Donc, c'est 7 scénarios one shot. Je pense qu'en termes de prix et en termes d'heure de jeu hein, et de qualité, ce sera une super affaire. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment. Il a tout pour plaire, mais moi, j'ai déjà des jeux dans cet univers-là. Et si j'achetais celui-là, ce serait pour remplacer peut-être un jeu que je possède déjà, quoi. Si jamais il est vraiment mieux. Et le fait que ce soit du one-shot comme ça, même si c'est super, euh, bah, paradoxalement, ce qui fait peut-être sa force, c'est ce qui fait que moi, je vais être moins intéressé par acheter ce jeu-là. Et c'est dommage parce que enfin, c'est peut-être justement le jeu dont je suis vraiment la cible, quoi, le jeu qui me correspondrait le plus. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup. Et puis bon, voilà, il en fin de liste. Mais je vais quand même surveiller la sortie parce qu'on sait jamais si ça se trouve. Si ça se trouve, je le prendrai quand même pour jouer justement one shot. Et puis après, ben, je le repasserai à quelqu'un. Justement, du coup, il prendra un petit peu de place dans ma ludothèque, mais juste le temps que j'y joue. Et puis, il y a un module. euh, il y a un module Tabletopia pour pouvoir jouer le premier scénario qui existe au cas où si ça vous intéresse. Donc voilà, Cthulhu Terror Pass, le, la version horreur arcane jeu de plateau, on va dire, de Sandy Peterson. Je pense que ce sera du tout bon. Et ça se déroule, là, on peut voir en fait, là. Ça se déroule pas dans les années 20, là. Ça se déroule. Il est plus contemporain en fait. J'ai l'impression là, parce qu'il y a des. Quand on voit les habits, la tronçonneuse. Donc ça peut être pas mal aussi en fait. Ça peut être quelque chose qui donne un feeling un petit peu, une ambiance un petit peu différente. Donc ça peut être assez séduisant. Voilà. Donc ça, c'était les jeux que je surveillais. Que je surveille un petit peu, on va dire, les sorties. Soit les sorties boutiques, soit les sorties Kickstarter. Ça veut pas dire que je vais tout acheter.
Bien au contraire, en fait. Les premiers qui sont dans ma liste, c'est sûr que eux m'intéressent. Et après, ben, je vais surveiller ça, puis on verra, quoi. Et puis si je sors cette vidéo, comme j'ai dit, ben, c'est parce que ça va faire un petit peu écho à une vidéo que je sortirai plus tard par rapport à ma façon d'acheter des jeux, à ma ludothèque, etc. Je vais terminer avec une mention honorable. C'est pas un jeu, mais c'est une lampe. Donc Redgrass, c'est ceux qui font les palettes humides. J'en possède une, deux. Je sais pas si on voit leurs produits ici sur la page. Non, peu importe. En fait, ah si, ben voilà, cette palette humide qu'on voit ici, là, ça je la possède. La petite poignée, là aussi, enfin, j'ai la première version. C'est la deuxième avec les embouts qui se détachent. Donc ils font des bons produits, franchement, qui marchent bien. La palette humide, elle marche bien. Moi j'ai la petite, la première version, la petite, elle est très très bien. Et puis là, ils vont sortir une lampe. Et ça semble être une lampe qui aurait une lumière, on va dire, qui serait pas agressive, avec pas beaucoup de bleu, justement, pour les yeux, avec quelque chose qui s'est proche en termes de rendu. Je dis pas éclairage, mais en tout cas en termes de rendu quand on veut peindre, d'une lumière naturelle. Et donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc voilà, c'est pas un jeu, mais je vais surveiller ce Kickstarter-là aussi quand il sortira. En plus, plutôt que d'avoir pas mal de lampes peintes. Bon, moi, je préfère peindre à la lumière naturelle. C'est pour ça que je peins très rarement pendant l'automne et l'hiver. Mais ça pourrait être pas mal. En plus, elle se plie. Je pense qu'elle prend pas beaucoup de place pliée. Et puis, juste une lampe au lieu d'en avoir plein. Ça peut être pratique, voilà. Donc, je vais surveiller ça. Ça pourrait être, pour moi, ça pourrait être sympa. Alors, je vais terminer cette vidéo avec peut-être ce que j'avais l'impression, enfin, j'avais l'intention, pardon, de faire, de publier, de faire comme vidéo. Et que j'ai pas pu faire par manque d'organisation. Donc, je promets pas que je vais. La liste que je vais donner là, je promets pas que je vais faire des vidéos pour chacune des entrées de cette liste. L'envie, elle est là, en fait, mais après, c'est compliqué. C'est pas forcément des choses qui vont beaucoup intéresser parce que c'est pas des choses qui sont dans l'actualité. Donc, je vais voir, en fait. Je verrai, voilà. Mais je me dis, bah tiens, je peux quand même annoncer un petit peu ce qui m'intéressait de faire. C'est pas des grosses sorties, c'est pas des gros trucs comme ça. Mais j'étais intéressé par faire une revue du jeu Under Fallen Skies. Je l'ai acheté il y a déjà plus d'un an. Et puis, c'est un bon jeu, mais moi, j'avais un avis qui était un petit peu plus mitigé par rapport à certaines choses. Et puis, ce jeu-là m'a fait acheter d'autres choses, en fait. Donc, moi, je voulais donner un avis qui était. Parce que je crois qu'il y a des bonnes critiques, effectivement. Moi, je peux comprendre qu'on trouve le jeu super. Mais moi, d'un point de vue personnel, sans remettre en question les qualités du jeu, je le trouvais un peu moins intéressant. Et puis, je voulais en parler, justement. Pour faire une revue un petit peu plus, on va dire, mitigée, enfin, sur ce jeu-là. J'avais envie de faire une présentation d'un Kickstarter que j'ai reçu, qui à la base était un petit jeu indé, fait par un mec, illustré par une autre personne, qui est Forgotten Depths. Quand on regarde comme ça de loin, ça peut évoquer des jeux à la Subterra ou des trucs comme ça, avec un côté un petit peu crawling et puis survie. Euh, j'ai été un petit peu déçu en fait à la réception de ce jeu-là pour certaines raisons. Je pense pas que j'aurai l'occasion de faire une présentation de ce jeu-là, mais j'en parlerai peut-être au moment où je recevrai la boîte de Too Many Bones français. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. J'avais envie de faire sinon une revue du jeu. Alors j'en ai déjà parlé, je crois que j'ai fait un déballage de ce jeu-là, de Few and Cursed, mais je voulais maintenant en faire une revue. C'est un jeu qui a des retours qui sont parfois enthousiastes, puis parfois moins. C'est un OK game en fait, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est OK de la vie de pas mal de personnes sans être transcendant. Et moi j'avais envie
Bah, de faire une revue parce que moi, il me plaît bien. C'est certes pas un de mes jeux préférés, mais en mode compétitif, qui est le mode de base, je le trouve intéressant et je pense qu'il peut s'adresser à un certain type de public. Et pour moi, ben, il me convient bien. Donc j'avais envie de faire une revue de ce jeu-là. Il est déjà sorti il y a un petit moment. J'avais envie de, comme j'ai peint mon Mythic Battle Panthéon, j'avais envie de faire une vidéo de partie filmée pour tester le nouveau mode solo Nemesis qui sortira avec Ragnarok. Et pour Mythic Battle, alors moi, c'est pas du tout un mode dans lequel j'ai l'intention de jouer, mais c'était l'occasion de peut-être montrer un petit peu les figurines que j'ai peintes au cours de cet été. J'ai pas pu peindre tout ce que je voulais, donc il faut que je continue à peindre mon Mythic Battle, mais j'ai quand même bien avancé. Voilà, donc peut-être une partie filmée de découverte pour tester, voir ce que ça donne ce mode solo, même si c'est pas du tout le mode que je vais utiliser, moi, sur ce jeu-là. J'avais l'intention, mais ça, j'ai pas encore reçu, de faire une vidéo de présentation de l'extension Cheatrid pour Nemesis, qui à la base est une extension pour Lockdown, mais moi, j'ai pas backé Lockdown, mais juste Cheatrid, en fait, qui est l'Stretch Goal, qui est une nouvelle race d'aliens. J'avais l'intention de parler de ça pour voir un petit peu comment ça s'insère avec le Nemesis de base, parce que normalement, c'est totalement compatible. Et puis, ben, ça ferait une race supplémentaire avec les Intruders qu'on a dans la boîte de base, les Voidseeders, les Carnomorphes, avoir en plus des Chytrides, ben, vu que c'est un jeu que moi je trouve super, ça vaut le coup d'avoir une nouvelle race d'aliens parce qu'il y a pas mal de renouvellement. Donc une vidéo de présentation pour parler de ça, ça pouvait être sympa. Là, on est plus dans l'actualité parce que la boîte elle est chère. Donc je devrais la recevoir d'ici peu. En réception, alors là, ça a pris du retard, mais je dois également recevoir Ion Strip Pass Odyssey, donc peut-être une vidéo de déballage quand je le recevrai. J'ai précommandé la dernière extension pour Horror Arkham, le jeu de cartes, et je voulais profiter de ça pour faire une sorte de rétrospective, en fait, un petit peu sur ce jeu, euh, en termes d'investissement, ce que ça demande, ce que demande un JCE. Moi, j'ai ma solution finale de rangement, donc peut-être une vidéo générique de rétrospective. Et puis, j'ai parlé de Cthulhu Terror Pass, j'hésitais à tester le jeu sur Tabletopia moi-même et puis à filmer ça. Bon, ça, c'est un petit peu les vidéos que j'avais en tête. Est-ce que je vais avoir le temps de les faire? Est-ce que je vais arriver à m'organiser pour les faire? J'espère. Ça fait pas mal de contenu. S'il y a un truc qui vous intéresse plus qu'un autre, bah, vous pouvez me le dire. Peut-être que ça me motivera aussi. Et donc, bah, moi, je vous dis peut-être à bientôt dans une de ces prochaines vidéos. Voilà. Allez, ciao, ciao.